Il y a une dizaine d'années que Philippe s'est installé à la Loma del Tanque. Il a pris des jeunes filles à son service, de toutes jeunes filles, qui ne devaient pas s'occuper seulement de sa maison. La mère de l'une d'entre elles a porté plainte. Il aurait violé sa fille âgée de 10 ans. Au palais de justice, il a déjà un dossier, un viol sur mineur, 1 an auparavant. Il avait obtenu un non-lieu. Les fillettes entraient à son service comme bonnes à tout faire. C'était un prétexte. Après quelques temps, il obligeait ses filles, très jeunes, à avoir une activité purement sexuelle. Des jeunes employés, le Canadien en a eu beaucoup. Sur son genou droit, Mireia, elle avait 12 ans à l'époque. 4 ans plus tard, Mireia a grandi, c'est elle, entre sa mère et sa sœur. Pendant près de 3 ans, Mireia avait vécu chez Philippe. Ses parents l'avaient placée. Pour cette famille pauvre, leur fille, travaillant chez un étranger, c'était un peu d'argent. Et il m'a demandé de lui prêter ma fille parce qu'il avait envie de prendre soin d'elle. Il était seul, il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de sa maison. J'avais confiance, je lui ai prêté. Officiellement, elle était là pour le ménage. Mais Philippe, le Canadien, ne s'est pas contenté de ce genre de service. Très vite, il en a fait sa maîtresse. Tu t'es marié avec lui à l'âge de 12 ans? Non, à 12 ans et quelques. Cela ne te préoccupe pas, la différence d'âge? Ce n'est pas un problème parce qu'en amour, l'âge ne compte pas. Mais pour le Canadien, l'âge compte. Avant d'être incarcéré, il s'était débarrassé de Mireia et l'avait remplacée par Glénis, la fille d'une voisine âgée de 10 ans. La mère de celle-ci affirme qu'elle ne savait pas que sa fille devait faire autre chose que le ménage. Lorsqu'elle l'a appris, c'est elle qui a déposé plainte contre le pédophile. Quel âge as-tu? Non, 10 ans. Que s'est-il passé? Il m'a obligé à le faire. À faire quoi? Il m'a violée. Une ou plusieurs fois? 2 fois. Tu en as parlé à ta mère? Pourquoi? J'avais honte. La première plainte en a entraîné une deuxième. Jalouse, la famille de Mireia, la fille délaissée, s'est mise à son tour à accuser le Canadien de viol. Dans le village, la présence de Philippe et d'autres pédophiles étrangers commençait à déranger, en tous les cas le curé. Ils viennent ici avec leur argent et une sale mentalité. Ils veulent tout acheter, faire des films pornographiques, vivre avec des gamines de 9, 12 ans. C'est ça leur monde. Ils sont censés être adultes et responsables. Alors pourquoi font-ils ça? Quelle explication? Évidemment, il y a l'argent. Avoir les moyens, c'est un bon argument. Mais il y a une autre raison. C'est qu'ils profitent de la faiblesse des familles. C'est comme ça dans tout le pays. Il n'y a pas de travail, il y a beaucoup de problèmes dans les familles. Quand vous êtes dans la misère, que vous avez faim, si quelqu'un vous donne de l'argent pour acheter votre conscience, votre morale ne tient plus. C'est ainsi que les pères de famille sont les premiers à accepter que leurs enfants se prostituent. Pendant notre reportage, le Canadien a été libéré contre une caution de 500 000 francs. Les 2 plaintes venaient d'être retirées. Pour obtenir cette liberté, il a dû aussi payer des avocats. Ce sont eux qui étaient venus voir la mère de Glénis. Il m'avait offert une petite somme d'argent pour l'enfant, mais ça ne résout rien. Il m'a donné 12 500 francs. Mais moi, j'aimerais qu'on m'aide parce que je n'ai personne. Alors que lui, pour le défendre, il n'a pas 2, mais 3 avocats. Moi, je n'en ai pas, je suis pauvre. Je ne peux pas en payer un. Donc j'ai dû signer un papier à ses avocats qui disait que Philippe était gravement malade pour qu'il le remette en liberté. D'ailleurs, il est vraiment malade et on n'a pas envie qu'il meure en prison. Ses avocats m'ont dit que si jamais il mourait en prison, je risquais d'avoir des problèmes. Moi, je suis une pauvre mère de famille. À sa sortie de prison, le Canadien est revenu dans sa maison de Loma del Tanque. Il a repris une vie normale. Sa porte est toujours ouverte aux jeunes villageoises. Je suis civilisé. Même à Mireia, celle qui avait été délaissée pour Glénis la plus jeune. Nous l'accompagnons. Je vais être jugé, je ne pense pas, parce qu'il n'y a plus de plainte contre moi. En tout cas, les journaux, ils vous ont accusé de pédophile, en gros, quoi. Ça veut dire forcer les enfants. Non, pédophile, ça veut pas dire une fille qui veut venir avec moi, une fille qui tombe en amour avec moi, disons, là.
qui s'en vient rester avec moi, c'est pédophile, ça? Non, non, non. Ça dépend de l'âge. Non, 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 non. Pédophile, là, c'est forcé. Forcer une fille. D'accord. Je dis pas que c'est bien, je dis pas que je suis un saint, je suis pas un saint de tout ça. Mais quand des parents m'envoient une fille à moi, qui me disent à la fille, vas-y avec Philippe. Ben, oui, d'après moi, c'est correct. Ils sont jeunes, quoi, c'est ça. Et puis quoi? Je les force pas. Ouais. Je n'ai jamais forcé personne. Philippe devrait pouvoir récupérer sa caution. Pour lui, tout rentrera dans l'ordre. Pour Glénis et Mireia, rien ne sera comme avant. Parce que l'on sait qu'elles ont été violées, elles ont été chassées de l'école. Catherine Blanc, il y a des choses très fortes dans ce sujet, des choses tout aussi révoltantes que dans les sujets que nous avons vus auparavant au cours de cette soirée. J'ai tenu à ce que vous soyez avec nous pour ce plateau parce que on entend ces pédophiles disant oh ben finalement il n'y a pas de pédophilie, c'est pas forcé, ils sont consentants. Est-ce qu'un enfant qui est soumis à des traitements sexuels de ce genre, même consentant entre guillemets, est-ce qu'il est détruit ou pas? Ah oui, il est complètement brisé. Alors, je pense qu'on a tendance à croire que la destruction est au niveau physiologique. Alors, on comprend aisément qu'un corps d'enfant, un vagin de petite fille, par exemple, n'est pas du tout prêt à recevoir un pénis d'adulte. Donc, bien évidemment qu'à ce niveau-là, il y a des séquelles. Mais les plus grosses séquelles ne sont absolument pas là, mais elles sont psychologiques. Alors, pour ça, il faut essayer de comprendre d'abord ce qui se passe psychologiquement dans l'évolution d'un enfant. Aux alentours de 2 ans et demi, 3 ans, eh bien, l'enfant vit ce qu'on appelle des pulsions sexuelles. Alors, en entendons-nous bien qu'il n'y ait pas de confusion, il ne s'agit pas du tout des pulsions sexuelles de l'adulte, hein, c'est de l'ordre de l'inconscient. Et c'est ce qui lui permet d'abord de s'interroger inconsciemment toujours sur sa sexualité, sur ce lieu qui est érogène, et ce qu'il va pouvoir en faire plus tard. Et il lui faut énormément de temps, puisque cela va jusqu'à la possibilité physiologique de faire l'amour, pour comprendre ce qui se passe en ce lieu-là, ce qu'il pourra en faire plus tard. Tout cela, il le fait au travers d'élaborations psychiques qui s'appuient bien évidemment inconsciemment et fantasmatiquement sur les parents notamment, en tout cas sur l'entourage d'adultes. Mais ce n'est qu'une fantasmatique et ce n'est qu'inconscient. Et si bien évidemment la réalité de l'adulte vient rencontrer la fantasmatique de l'enfant, l'enfant perd complètement ses repères. Parce qu'il a l'impression d'être à l'origine de ce qui lui arrive, parce que justement dans son inconscient, il se passait des choses de cet ordre-là. Et dans le cas de Marie-Belle, il y a un peu un syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'elle finit par s'attacher à celui qui fut son bourreau. Absolument, parce qu'elle se croit aussi à l'origine de cela. Elle est dans l'inquiétude et c'est pour ça qu'elle veut sauver cet homme-là, parce qu'elle se croit être l'instigatrice d'une telle situation. Martine Brousse. Oui, mais je crois qu'au-delà de se croire l'instigatrice, c'est parce que aussi l'adulte a mis cet enfant en esclavage. Et je crois que là, on est très proche de tout ce qui est torture, de tout ce qui est esclavage. C'est-à-dire que l'enfant perd le jeu. Il n'existe plus. Donc, je crois qu'il faut dire et haut et fort que ce sont des victimes, qu'à aucun moment ces enfants ne jouent de séduction, qu'à aucun moment ils demandent l'amour. Non, la seule chose qu'ils demandent, c'est d'être reconnus et aimés comme enfants, tout simplement, comme peuvent le faire des parents ou d'autres adultes, travailleurs sociaux ou autres. Et je crois qu'il est important de rapprocher ces agressions sexuelles sur les enfants à cette notion d'esclavage. Je crois que ça permet de mieux comprendre cette soumission et le fait que l'enfant n'existe plus. Agnès Monet-Samar. Oui, je suis tout à fait d'accord. On retrouve aussi ce phénomène dans les affaires incestueuses, cette perturbation de l'enfant par rapport à l'arrestation du père et le fait que l'enfant souvent se croit à l'origine de cette arrestation et donc est très très perturbé. Et puis il y a cette stratégie de défense, hein, les pédophiles, ils sont toujours victimes d'un complot. Ah tout à fait, tout à fait. La société entière est contre eux, la société n'a rien compris et c'est eux qui détiennent la vérité. Il n'y a pas de loi contre la prostitution à Saint-Domingue? Pas contre la prostitution infantile, malheureusement. C'est aussi ce qui explique cette espèce d'impunité de ces personnages. La pédophilie des autochtones, hein, on voit qu'elle se développe aussi, notamment dans des continents comme l'Afrique ou l'Asie ou même à Saint-Domingue, comme on l'a vu dans le cas de Marie-Belle. Oui, et nous avons aujourd'hui des réponses qui sont déjà des réponses par la loi, mais aussi des actions sur le terrain. Et nous avons une expérience au Népal qui a démarré dans le cadre de disparition d'enfants dans les villages.
et de retour de certains de ces enfants un peu plus grands à Katmandou, pour la plupart malheureusement très malades. Et l'association à Planète Enfant a mis en place en fait d'abord une information, c'est-à-dire qu'ils projettent dans les villages ou dans les quartiers des films pour montrer ce que deviennent leurs enfants lorsqu'ils les confient à ces hommes, essentiellement des hommes, rarement des femmes, qui viennent leur dire « on va prendre en charge votre enfant », etc. Et ils montrent les bordels, et ils montrent les agressions sur les enfants. Et puis, de façon complémentaire, ils ont lancé l'établissement de l'état civil, car lorsque l'on voit ce dernier reportage, on s'aperçoit que la petite fille peut être protégée parce que justement l'avocat a un état civil. Mais ce petit garçon qui a disparu, il n'existe pas. Comment pouvons-nous protéger ces enfants s'ils n'existent pas? Et donc nous allons lancer pour 2001, dans le cadre du sommet mondial des enfants, mais aussi de la préparation du suivi de Stockholm, une campagne pour que tout enfant ait le droit à un état civil pour qu'il puisse être protégé. Quelles sont les prochaines étapes au niveau international de la lutte des ONG, des grandes organisations du type Interpol ou UNICEF contre la prostitution enfantine? Pour nous, Interpol, c'est renforcer toujours à tout niveau la coopération policière dans ce domaine-là, faire en sorte que les policiers puissent travailler la main dans la main, puisque de nos jours, l'international, c'est le pays d'à côté, ça n'a plus de frontières, mais vraiment. Pour les grandes organisations, c'est la préparation du 2e congrès mondial, la suite de Stockholm de 1996, qui se déroulera au Japon en 2001. Le Japon, c'est un pays de départ des charters du tourisme sexuel. Tout à fait, gros pourvoyeur de touristes sexuels et un pays qui a su réagir. Et donc ce congrès fera le bilan de ce qui s'est passé depuis Stockholm. On termine par un mot sur les enfants, ces enfants qui ont vécu toutes ces terribles souffrances. Ils sont réinsérables malgré tout. Je pense que d'ailleurs vous vous intéressez à ces programmes de réinsertion d'enfants prostitués. Tout à fait. Et la prise en charge, ce qu'il faut, c'est les prendre le plus tôt possible. Déjà éviter qu'ils tombent dans cette prostitution et les prendre en charge leur traumatisme. Car comme ça a été dit plusieurs fois, ce sont des victimes, ce sont des enfants en souffrance. Et il nécessite en quelque sorte de les sortir un petit peu avant de vouloir les resocialiser. Donc il faut leur offrir des lieux où ils vont être aimés comme des enfants, des lieux où ils vont retrouver leur droit à l'enfance, ils vont pouvoir jouer, ils vont pouvoir apprendre. Et c'est un moyen pour aussi faire en sorte que demain, ils puissent protéger leurs propres enfants. Et mener des actions auprès des... Catherine Dahan. Je dirais aussi des lieux où ils vont apprendre à s'aimer eux-mêmes. Ça, c'est important parce que sinon, ils sont des futurs adultes délinquants. Et mener des actions auprès de nos opinions publiques, auprès de l'opinion publique française, y compris auprès des jeunes qui sont de futurs présumés touristes sexuels. Informer les jeunes, et dans les écoles, beaucoup d'associations le font, ECPAT et d'autres associations, la Voix de l'enfant et autres, mais aussi remobiliser l'opinion publique et remobiliser, comme le disait Mme Agnès Fournier de Saint-Maur, nos politiques, car s'il n'y a pas de volonté politique, nous aurons beaucoup de mal à sauver ces enfants. Mais je pense qu'en se mobilisant tous, et vous avec nous, nous allons à nouveau remobiliser nos politiques. Merci encore, j'espère que nous y avons grandement contribué ce soir avec cette émission et grâce au reportage de Daniel Lenné, à qui j'aimerais rendre hommage parce qu'il a travaillé pour nous en caméra cachée, dans des situations difficiles, risquées. Vous en savez quelque chose, Agnès Fournier de Saint-Maur. Je remercie de cette contribution majeure à cette émission. C'est quelqu'un avec lequel nous avons beaucoup travaillé. D'ailleurs, il avait réalisé pour nous il y a quelques années Reporter de guerre pour Zone Intérieure. Pour terminer cette émission, je voudrais également vous donner quelques adresses d'associations qui défendent les droits de l'enfant et luttent contre le tourisme sexuel. Vous avez d'abord ECPAT France, qui s'affiche à votre écran, Groupe Développement, bâtiment 106 ou 108, BP 07, au Bourget. L'association contre la prostitution enfantine, la CPE, qui nous a également aidé dans la préparation de cette émission. C'est au 14 rue Mondétour, dans le 1er arrondissement à Paris. Une émission donc en direct, réalisée avec Philippe Lallemand. Elle est dirigée par Rémi Lessard, avec ma propre contribution, ainsi que celle de Pascal Lebovici, Marine Vegel et Aymar Duchâtenay. Zone interdite, donc, c'est la fin. Dans un instant, Culture Pub avec Christian Blachas et Thomas Hervé, avec notamment un sujet sur les sites de recrutement sur le web. La semaine prochaine, dans Capital, les dessous des succès commerciaux les plus étonnants. On parlera notamment des trottinettes et des Pokémon, comme quoi nous sommes tous de grands enfants. Ce sera le mot de la fin.